Bonjour à tous et bonne année à tous. Je renouvelle donc les vœux qu'a déjà formulé Robin. Je suis très heureuse donc de pouvoir démarrer cette journée neurosciences. Pourquoi les neurosciences? On a regardé quand même un peu dans les programmes et c'est vrai que c'est un thème qui est abordé à plusieurs reprises dès le collège. Et aussi les neurosciences, je pense qu'on peut dire que c'est un domaine de la biologie qui a explosé depuis les dernières décennies, cela en relation avec la mise au point de différentes techniques d'approche de ce système nerveux. Et ça nous paraissait intéressant à la fois donc, de pouvoir faire le point sur des données récentes concernant le fonctionnement de ce système nerveux et d'autre part la spécificité aussi de nos colloques, c'est d'avoir l'approche historique, épistémologique et didactique. Et nous avons eu donc à cœur de faire intervenir également donc, un historien des sciences, Jean-Gaël Barbara, et des didacticiens. Alors, l'objet de ma présentation, c'est uniquement de vous rappeler rapidement l'objet d'étude donc des neurosciences, structure, fonctionnement, pathologie du système nerveux, avec des approches disciplinaires diverses qui ont évidemment évolué au cours de l'histoire, mais je laisse Jean-Gaël donc nous présenter ça. J'ai précisé aussi qu'on distingue ce qu'on appelle les neurosciences cognitives qui correspondent à l'étude donc des fonctions cognitives en fait du cerveau. Vaste question que je ne me lancerai pas donc dans le détail de ces fonctions. Certains parlent de l'étude de la pensée et du comportement humain. Voilà. Cet après-midi, Grégoire Molinati aura l'occasion de faire une approche en fait neurosciences cognitives et donc c'était important quand même de les mentionner. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, explosion de cette branche. Alors maintenant, si on se pose la question de ces neurosciences dans les programmes de SVT, l'approche est essentiellement biologique et médicale. Il n'y a pas d'approche psychologique qui est aussi donc une discipline qui contribue aux neurosciences cognitives, les SVT, sciences de la vie et de la terre, et on en reste à l'approche biologique et également médicale. Je vous rappelle qu'au lycée, en fait, un des thèmes dans les programmes, c'est corps humain et santé. Donc, il y a toujours finalement ces applications, les dysfonctionnements et les applications donc, médicales à l'étude physiologique des différents systèmes. Alors, si on regarde en collège, en fait, il n'est pas question en fait de neurosciences. Dans le programme, on n'a jamais le terme de neurosciences. On a des termes donc plus classiques peut-être de communication nerveuse et c'est abordé donc dans un premier temps comme ça. C'est l'occasion pour les élèves de découvrir des structures en fait du système nerveux, ça à l'échelle de l'organisme, et de les associer aux fonctions élémentaires de la communication nerveuse avec donc différents mots-clés là que je vous ai mis en bleu. Voilà donc pour cette première approche. Ils vont quand même un petit peu à l'échelle cellulaire puisqu'il est question de réseaux en fait de neurones de façon implicite dans le cerveau. En fait, le centre nerveux qui est cité et abordé au collège, c'est le cerveau. Il est peu question d'un moelle épinière. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire un peu d'éducation à la santé et au risque, puisqu'on commence à les initier à la perturbation donc, de la communication nerveuse en cas de consommation de certaines substances. Il apparaît nécessaire d'aborder ça déjà dès le collège, en fait. Et ce sera repris
ensuite au lycée. Alors ce qui est exclu, c'est en fait l'étude d'un mouvement réflexe. La notion de réflexe n'est pas abordée au collège et la nature et le codage du message nerveux qui nécessite en fait une connaissance plus précise du fonctionnement du neurone n'est pas abordée. Maintenant, si on passe au lycée. Alors, en seconde, en fait, on reste essentiellement à l'échelle de l'organisme et en reprenant finalement ce système nerveux en tant que système de communication qui est traité d'ailleurs en parallèle du système de communication endocrine. Mais là, on montre qu'il peut être mis en jeu dans autre chose que dans la commande des mouvements, ce qui était vu au collège. Il peut être mis en jeu dans une boucle de régulation, donc la pression artérielle en l'occurrence. Et du coup, ils peuvent voir d'autres exemples d'effecteurs, de récepteurs et de nerfs. Mais on reste donc toujours avec cette échelle de l'organisme. Voilà, et sans ouvrir, j'ai envie de dire, beaucoup la boîte centre nerveux, en particulier la boîte cerveau, quoi. En première, là on va aborder davantage des fonctions et du coup ouvrir un peu plus donc cette boîte cerveau avec l'exemple de la fonction sensorielle, donc ce qui a été choisi, la vision, qui est étudiée aussi bien dans les trois premières, S, ES et L, et là, c'est fait de l'échelle de l'organisme à l'échelle cellulaire et moléculaire pour ce qui est de l'étude de la rétine, où c'est l'occasion en fait de voir un peu plus en détail ce qu'est un récepteur, avec donc les photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes, et on va aussi jusqu'au niveau moléculaire avec les pigments rétiniens, ce qui permet aussi d'avoir une approche évolutive puisque c'est l'occasion de placer en fait l'homme parmi les autres primates avec la comparaison en fait des séquences de ces pigments rétiniens. Et puis, pour la première fois, donc, on aborde la notion d'aire cérébrale associée à une fonction, donc les aires visuelles, et donc qui sont des régions particulières du cerveau dédiées à cette fonction. Et il y a même une première approche concernant donc la plasticité cérébrale de ces aires visuelles, essentiellement une plasticité cérébrale associée à un apprentissage avec par exemple la lecture. Alors ça c'est commun aux trois premières. Il se trouve que les élèves qui sont en première ES et L arrêtent les sciences en première et n'auront plus de sciences d'enseignement scientifique en terminale. Et il est apparu nécessaire donc que ces élèves aient quand même la notion de synapse en première, aillent jusqu'à la synapse, aux neurotransmetteurs, et ça permet en particulier de reprendre cette éducation donc à la santé et au risque en allant un peu plus loin dans l'effet des drogues au niveau synaptique. Alors, dans le cadre d'un autre thème, donc du corps humain et santé, qui est le thème féminin-masculin, donc reproduction humaine, il est abordé la notion des systèmes de récompense, donc qui sont des zones et des réseaux neuronaux cérébraux qui sont mis en jeu dans le comportement sexuel. Et là, donc, il y a une approche concernant les fonctions émotionnelles et comportementales du cerveau, sans que ce soit dit d'ailleurs en tant que tel dans le programme. Et en terminale S, on va reprendre la commande des muscles, mais dans le cadre en fait d'un réflexe qui est mis en jeu, non pas dans des mouvements, mais dans la posture, qui est le réflexe myotatique. Et là, pour la première fois, le terme de réflexe et son fonctionnement, en fait, les éléments d'un réflexe sont clairement identifiés. Du coup, la moelle épinière en tant que centre nerveux est également étudiée.
Et puis, les élèves vont aller plus loin en ce qui concerne donc, le message nerveux, et il y aura la notion de codage et comment se fait ce codage en fait du message nerveux en fréquence donc, de potentiel d'action. Et ils aborderont la synapse et neuromédiateur à partir d'exemples du fonctionnement de la synapse neuromusculaire. Et à l'occasion en fait de la commande volontaire des mouvements, ils vont aborder la fonction cérébrale motrice et retrouver là voire d'autres aires cérébrales que celles qu'ils auront étudiées en première, les aires cérébrales mises en jeu dans la commande volontaire des muscles squelettiques. Et ce sera également l'occasion d'aborder la plasticité cérébrale motrice. Alors, dans le cadre d'un apprentissage et également dans le cadre d'une plasticité post-lésionnelle. Et c'est aussi là l'occasion de sensibiliser les élèves à ce qui est appelé un capital à préserver et entretenir. Ce cerveau, c'est un organe hyper performant qui assure énormément de fonctions, mais qui est aussi fragile, et il est donc important d'en être conscient et de prendre soin de ce capital. Alors, donc c'est en confrontant un peu les données récentes donc apportées en neurosciences dans ces dernières 2 décennies, on va dire, et ce qui est abordé dans les programmes, qu'on a construit en fait cette journée. Déjà dans les programmes, il apparaît dès le collège le besoin pour l'enseignant et aussi pour la formation des élèves d'avoir une approche épistémologique, construction, comment se sont construites ces sciences. Alors, bon, ça c'est un extrait du programme, donc préambule de lycée, mais c'est déjà en fait abordé au collège. Si on regarde un peu le programme de neurosciences, il n'est pas tellement abordé sous l'angle historique. C'est pas le choix qui a été fait. D'autres thèmes font l'objet d'une approche historique au lycée, mais il nous a paru important que pour nous formateurs, on ait de façon claire des repères en fait historiques dans la construction donc de ces neurosciences. Et donc j'ai demandé à Jean-Gaël Barbara de nous faire une synthèse concernant donc ces éléments d'histoire des neurosciences, et je le remercie d'avoir accepté avec beaucoup d'enthousiasme pour contribuer donc à notre colloque. Il est aussi nécessaire pour enseigner d'identifier les conceptions et représentations des élèves. C'est rappelé dans le programme également dès le collège, et on le sait tous. Et donc Yann Lost a accepté aussi avec enthousiasme de nous faire donc part de données concernant donc ces représentations des élèves et les problèmes, les obstacles qui peuvent se poser donc à la compréhension de différents apports en fait des neurosciences. Il y aura également une intervention qui sera en partie didactique de la part de Grégoire Molinati cet après-midi. Je lui ai demandé d'intervenir en fait sur l'utilisation dans le cadre de l'enseignement des images cérébrales, et en fait sa conférence aura deux parties, et donc
L'une concernera finalement l'intérêt de l'utilisation de ces images cérébrales en tant que modèle statistique. Et là aussi, ça fait partie des objectifs en fait de la formation de nos élèves dès le collège, d'arriver à les sensibiliser à cette pensée statistique qui est complètement indispensable à partir du moment où on va traiter des données scientifiques. Après, il a fallu faire des choix en fait pour les conférences, on va dire strictement biologiques, et j'ai choisi en fait quatre axes correspondant à des termes clés qui apparaissent dans le programme. La synapse, et donc Alain Buisson en fin de matinée nous revisitera, je vais dire un peu la synapse, avec évidemment des données récentes, et sûrement que le modèle qu'on a et qu'on transmet le plus souvent aux élèves des lycées, et puis ensuite qu'on utilise encore à l'université, ce modèle classique du fonctionnement synaptique, qui est forcément simplifié, va être enrichi, je pense, par les apports d'Alain Buisson. Et ce sera aussi l'occasion il nous fera un peu de plasticité synaptique, donc ça complète ce qui pourrait être fait concernant la plasticité cérébrale, et je l'en remercie. La plasticité cérébrale qui apparaît donc clairement et qui est un sujet chaud actuellement, je pense, dans les neurosciences, et donc François Chollet a accepté de nous faire un bilan en fait de son expérience concernant la récupération fonctionnelle après accident vasculaire cérébral. Et on a repéré aussi des systèmes de récompense, comme je vous le disais, qui sont abordés dans le cadre de la reproduction. Et Robin gentiment m'a conseillé un collègue, donc Serge Luquet, de l'université Paris Diderot, qui lui travaille sur ces systèmes de récompense, mais dans un autre cadre, mais qui est aussi abordé dans les programmes. Donc ça nous a paru intéressant de croiser un peu deux thèmes, puisqu'il s'agit des systèmes de récompense mis en jeu donc dans la prise alimentaire, et donc nous aurons ça donc cet après-midi, en début d'après-midi. Et donc dernier terme clé que j'avais retenu, c'était les images cérébrales, et du coup se poser un peu la question de leurs utilisations de façon plus liée au programme. Donc Grégoire Molinati nous aura déjà va nous présenter donc cette utilisation avec l'aspect statistique, puisqu'il a travaillé dessus, c'est un contributeur important du logiciel Edu Anatomist, et donc il est très compétent pour nous présenter ça. J'ai pensé aussi à l'utilisation en fait de ces images cérébrales dans un cadre médical, et dans des situations aussi donc à fort enjeu éthique. Donc j'ai demandé à Louis Pubassé, qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière, et en fait qui s'occupe de patients gravement cérébro-lésés, de nous présenter aussi tous ces travaux et la mise au point en fait de ces méthodes de télémédecine qui peuvent aider à la prédiction donc de la sortie de coma, ce sera fait avec des aspects éthiques qui sont assez forts en fait dans ce cas-là. Voilà, je laisse la parole à Jean-Gaël.